Qu'a dit la Commission? Que la France n'avait stigmatisé personne, qu'il n'avait pas lieu à enquête, qu'il n'y avait pas lieu à saisir la Cour de justice européenne. Le problème, c'est que dans vos journaux, vous avez parlé à 25 reprises du risque d'une procédure, et ça fait une toute petite dépêche. Le jour où la Commission a dit, bon, on a regardé ce qu'a fait la France, il n'y a rien à redire. Mais il y avait une circulaire, Monsieur le Président, illégale. Cette circulaire, je l'ai retirée à la minute où j'en ai eu la connaissance. Je l'ai retirée à la minute... Elle reprenait votre discours de Grenoble. Non, absolument pas. Cette circulaire a été retirée à la minute où j'en ai eu connaissance. Oui ou non, Madame Chazal, la Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Oui ou non? Je n'ai pas entendu votre réponse. Sans doute, oui, bien sûr. Ah bon. Finalement. Deuxièmement. Mais il y a eu un émoi. Non. Il y a eu une première réaction. Mais et sur la circulaire notamment. Oui ou non? Si, la Commission ne réagit pas par émoi. La Commission décide. Si la Commission considère qu'un État membre de l'Union européenne a fait quelque chose qui n'est pas conforme au traité, elle saisit la Cour de justice européenne. La Commission ne l'a pas fait. Mieux, j'ai vu le pape. Et le pape, depuis, s'est exprimé publiquement en disant quoi? Quelque chose qui est plein de bon sens. Le devoir des États démocratiques, c'est d'accueillir les étrangers. Mais il a rajouté, le pape, une chose. Le devoir des étrangers, c'est de respecter, dit-il, je cite expressis verbis, de respecter la loi des pays d'accueil et, ajoute le pape, de respecter l'identité nationale, décidément, du pays qui reçoit l'étranger. C'est exactement ce que nous avons fait. Et craignez, pardon de vous le dire tous les trois, que le jour où dans un pays comme la France, au prétexte qu'on est en situation irrégulière ou qu'on est étranger, on peut se permettre de ne pas respecter la loi, alors vous ne vous étonnerez pas ce jour-là qu'il y ait en France, comme partout ailleurs en Europe, la montée du populisme, la montée du racisme, la montée des extrémistes que j'ai toujours combattu dans ma vie. Est-ce que vous avez des informations sur l'affaire des écoutes? Est-ce que vous pouvez confirmer que le contre-espionnage français a eu entre les mains les factures détaillées des portables de plusieurs journalistes, notamment des journalistes du Monde qui enquêtaient sur l'affaire Bettencourt? Monsieur Denisot, vous me prêtez, et je le pense, une intelligence normale, moyenne, disons. Un peu au-dessus. Merci de votre indulgence. Expliquez-moi, quel est l'intérêt pour un homme doté d'un bon sens minimum d'avoir cette idée étrange de faire écouter un journaliste qui écrit tous les jours dans la presse? Quel est l'avantage? Savoir qui sont ces informateurs. Consulter les notes de téléphone, voir à qui il téléphone, c'est au cabinet d'Alliot-Marie ou pas? Excusez-moi, monsieur Denisot. Savoir qui sont ces informateurs. Qu'un seul cas dans l'histoire française où un président de la République a fait écouter et suivre des journalistes. Ce n'est pas moi, comme vous le savez. Mais on en parle. Il est à gauche. Oui ou non, monsieur Denisot? Oui. Oui ou non? Donc là, attendez, il n'y a pas. vous me posez une question. Il n'y a pas. Jamais, à aucun moment, d'aucune façon, je me préoccupe, de près ou de loin, des téléphones, des lieux et des rencontres des journalistes français, étrangers, européens. Personne ne l'a fait au ministère de l'Intérieur. Personne. Alors, non, pas du tout. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour violation du secret de l'instruction, qu'un juge ou un procureur de la République demande, dans le cadre d'une action judiciaire, peut-être, c'est leurs affaires, c'est pas la mienne. Là, il s'agit des services de police, pas de la justice, non, puisque les services du Premier ministre ont envoyé une note d'avertissement au ministère de l'Intérieur. S'agissant de Mme Prévost-Després et de ses rapports avec un journaliste du Monde, soyons précis. Est-ce que c'est la justice ou est-ce que c'est moi? Parfait. Et donc, c'est dans le cadre d'une action judiciaire que le procureur a été, d'après ce que j'ai lu dans la presse, en situation de montrer qu'un magistrat avait communiqué avec des journalistes alors même qu'elle est couverte par le secret de l'instruction. C'est leur problème. S'agissant du pouvoir politique, qu'il s'agisse de moi, à aucun moment et d'aucune façon, je ne me préoccupe ni de près ni de loin de ça, parce que d'abord, ça ne correspond pas à mes principes. Il y a l'idée que je me fais de la morale républicaine, mais de surcroît, ça ne sert à rien. Et pourquoi les services du Premier ministre, dans ce cas, ont envoyé une note
aux services de police, au ministère de l'Intérieur, pour les mettre en garde contre les contournements de la loi. J'interrogerai et le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. La question s'adressait à moi. Je vous ai fait une réponse, je crois, sans ambiguïté. Vous n'excluez pas que des services de police aient pu contourner la loi? Non, je ne l'imagine pas, je ne le crois pas. Et de surcroît, je vous répète une chose, ça ne servirait à rien. Parce que tout se sait. Et parce que ce qu'un journaliste pense, il l'écrit. Il y a donc à attendre tranquillement que la presse sorte le lendemain et on sait parfaitement ce qu'il y a. Si jamais ça avait été le cas, vous le condamnez? Enfin, monsieur Denisot, je suis engagé dans la vie politique depuis 35 ans. Fort heureusement, à la minute où je vous parle, je ne crois pas que jamais personne ait pu me reprocher un scandale quelconque. Je n'ai jamais eu affaire face à la justice et je n'ai pas l'intention d'avoir affaire à la justice. Vous n'avez pas condamné les cambriolages d'ordinateurs de journalistes lorsqu'on vous a posé la question lors d'un sommet? Vous avez... ça ne vous concernait pas. Monsieur Pujadas, vous l'imaginez? C'est pas par corporatisme, c'est parce qu'il y a une certaine idée de la liberté qui est en jeu. Alors, allez plus loin à votre question. Vous imaginez que c'est moi qui organise le cambriolage de l'ordinateur portable d'un de vos confrères? Je n'ai absolument pas dit ça, mais certains se sont étonnés de votre réponse. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Non. Parfait. Je vous pose simplement une question. Je vous réponds, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que souvent, quand il y a des faits divers, vous dites les coupables doivent être punis. Mais il y a eu cette affaire-là. Non, mais enfin, écoutez, monsieur Pujadas, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez semblé, disons, vous en écarter ou y être indifférent. Enfin, vous avez dit cette affaire ne me concerne pas. Mais en quoi me concernerait-elle? Vous voulez que je m'en occupe? De savoir si un de vos confrères a perdu son portable ou son ordinateur ou s'il se l'est fait voler. Le chef de l'État, vous croyez que c'est ma préoccupation au quotidien? Monsieur le Président, peut-être pour terminer sur ce chapitre de la sécurité, 10 Français sont détenus en otage dans le monde aujourd'hui. Est-ce que la politique antiterroriste de la France va changer, va se durcir? Est-ce que le risque terroriste aujourd'hui est particulièrement élevé? Oui. Oui, et je dois vous le dire, spécialement inquiet pour nos otages au Mali, qui ont été pris en otage par une bande appartenant à AQMI, que ma recommandation formelle, c'est de dire à nos compatriotes, n'allez pas dans cette région. Les conditions de la sécurité ne sont pas réunies. S'agissant de vos confrères journalistes en otage en Afghanistan, la situation est complexe. Je veux rendre hommage à Bernard Kouchner, dont le dernier voyage était pour parler avec le président Karzai de cette situation. Je dois dire que je suis un peu moins inquiet pour eux et que nous avons encore 7 otages en Guinée, dans le golfe de Guinée, Nigeria exactement, pour lesquels des négociations sont en cours, et nous avons encore un otage en Somalie. On est en contact avec les preneurs d'otages. Bon, ce sont des sujets extrêmement complexes, difficiles. La situation, s'agissant du front terrorisme, est assez préoccupante. Il ne s'agit pas d'inquiéter les Français pour rien, mais nous sommes extrêmement vigilants. Et tout ce qui doit être fait pour assurer la sécurité des Français est mis en œuvre. Mais nous ne changerons pas d'un iota notre politique au seul motif que nous sommes menacés, comme sont menacées toutes les démocraties dans le monde. Alors on va parler des chantiers à venir. Michel, on commence peut-être avec ce qui devrait être l'une des grandes réformes, annoncées en tout cas, la dépendance. La dépendance, c'est une réforme que vous aviez annoncée juste après celle des retraites. Donc c'est maintenant, ça concerne aujourd'hui plus d'1 million de personnes. La dépendance, c'est l'impossibilité d'accomplir seul certains actes de la vie quotidienne. Et il y a aujourd'hui un Français sur 5 qui a plus de 60 ans. Il y en aura 1 sur 3 en 2060. Venir en aide à ces personnes coûte très cher. Quelle est la réforme que vous avez en vue ? Bon, c'est une affaire considérable, absolument considérable, parce que vous pourriez rajouter à tout ce que vous dites qui est exact, que les appartements sont moins grands aujourd'hui et que quel que soit l'amour des enfants pour leurs parents, tous ne peuvent pas accueillir dans leur propre foyer, dans leur propre famille, leurs parents quand ils sont âgés. Il y a aujourd'hui 1 100 000 personnes qui bénéficient de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui représente 5,3 milliards. Et il y a un chiffre qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'en 2040, la population française aura augmenté de 13%, mais la population des plus de 60 ans aura augmenté entre 30 et 50%. Il y a 250 000 personnes de plus par an victimes d'Alzheimer.
Donc la question de la place des personnes âgées dans la société, de la réponse à la dépendance, est-ce que ces gens auront les moyens de rester chez eux avec des personnes pour s'occuper d'eux quand on est dépendant? Quand on n'est pas autonome, on n'en est pas moins un être humain. On souffre, on a sa conscience. Et ce n'est pas parce qu'on est obligé d'être lavé ou d'être soigné qu'on n'est pas un être humain. La question de la dignité des vieux, d'une population dont la vieillesse augmente, et d'enfants, quel que soit leur âge, qui sont totalement démunis. Parce que quand vous vivez dans 60 mètres carrés avec 2 enfants, comment vous faites pour prendre votre vieille mère ou votre vieux père, qui par ailleurs ne peut pas rester seul, ne peut pas se laver, ne peut pas manger? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est votre réponse? Alors, la réponse, c'est je souhaite, je prends mes responsabilités, la création, pour la première fois depuis la libération, d'un nouveau risque, d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, le 5e risque. Financé le comment? risque dépendance. Alors, c'est toute la question, bien sûr. Non, mais avant le financement, il y a toute la question, c'est faire un système juste, équitable, que sur toute parcelle du territoire, quelle que soit sa situation financière, une personne âgée pourra vivre jusqu'au bout dignement, soit chez elle, soit en maison. C'est une de vos promesses de campagne. Enfin, une promesse de campagne, c'est un engagement. Après avoir réformé les retraites et garanti le revenu des retraités, je souhaite que nous réformions la dépendance. Alors, le financement. Donc nous allons organiser une grande consultation qui va durer 6 mois avec les conseils généraux, qui sont une partie des financeurs de l'APA, avec les associations de personnes âgées, avec les forces syndicales, pour voir comment nous pouvons faire face au déficit de financement qui est colossal, puisque naturellement, c'est 4% de dépenses de plus par an, alors que les recettes n'augmentent que 2% par an. On a une impasse financière considérable. Nous prendrons les décisions à l'été 2011, à la suite de ce grand débat. Ça pose des sujets très difficiles. Faut-il faire un système assurantiel? Faut-il, je pose la question, obliger les gens à s'assurer? Faut-il augmenter la CSG? Faut-il augmenter la CSG? Ce n'est pas la seule question. Faut-il, oui ou non, faire appel à succession? Avoir recours sur les successions. Avoir recours, pardon, excusez-moi, sur les successions, quand les enfants n'ont pas la volonté ou pas les moyens, ce sont des problèmes extrêmement lourds. Je n'annoncerai pas les solutions maintenant, parce que, alors, après 20 ans de débat sur les retraites, Mme Chazal s'est fait l'écho d'un reproche qui m'est fait d'aller trop vite, alors même que j'annonce 6 mois de consultation, vous ne voulez pas quand même que je mette sur la table les solutions. Ce que je veux dire aux Français qui nous regardent, c'est qu'il y aura dans le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi, le budget de la sécurité sociale 2012, un système qui permettra d'apporter une réponse à l'angoisse de la dépendance. Et là encore, je veux dire juste un mot. C'est pas raisonnable pour moi de m'occuper d'un sujet comme ça. Très lourd, très difficile, mais c'est mon devoir. C'est l'idée que je me fais de l'intérêt général. Je ne serai pas celui qui dira aux Français, voilà, j'ai mis la poussière sur le tapis, c'est trop difficile, il y a une élection présidentielle, je m'en occuperai après. Non, mon devoir, c'est de faire que ces 5 années soient utiles pour la France. Et mon devoir, c'est de faire privilégier l'intérêt général. Nous réglerons donc la question de la dépendance. Alors, je crois qu'on va parler de la réforme fiscalité. fiscale. Vous aimez beaucoup l'expression « mettre la poussière sous le tapis ». Bon, je vais donc faire un effort, en trouver une autre. Ah ouais, très bien. Parce que si ça vous lasse, bien sûr, pardon de cette répétition. La réforme fiscale, vous avez dit, des décisions seront annoncées en juin 2011, disons à la fin du printemps 2011, sur notamment la fiscalité du patrimoine. Alors il y a un sujet évidemment qui focalise beaucoup l'attention, c'est le bouclier fiscal. Pendant 3 ans, vous avez dit le bouclier fiscal est essentiel à la France. Je ne transigerai pas. Finalement, on a l'impression que ce bouclier fiscal va disparaître ou être réformé. Qu'en est-il vraiment? Alors d'abord, soyons très précis. Nous proposerons, avec le Premier ministre, le gouvernement, une réforme fiscale dans un projet de loi rectificative au printemps 2011. J'essaie de donner une feuille de route précise pour que les engagements soient bien précisés. Il y aura bien sûr la question du bouclier fiscal, je vais m'en expliquer. Mais plus généralement, avant, je voudrais, si vous me le permettez, M. Pujadas, mettre ça dans un contexte. Quel est le problème?
Le problème est le suivant. La France est en compétition mondiale. Je peux comprendre nos déficits de compétition.